Bonjour, Pascal Francisco, donc je suis architecte et directrice du conseil en architecture, en urbanisme et en environnement. Je vous prie d'excuser la présidente du CIE, Madame Dominique Rabel, qui est malheureusement malade aujourd'hui et qui aurait vraiment aimé être là avec nous. Donc, chers partenaires, chers intervenants et intervenantes, donc merci à toutes et à tous pour votre présence nombreuse dans ce lieu remarquable. Donc, qui ouvrira prochainement au public et que nous avons le plaisir de découvrir aujourd'hui en avant-première. Je suis très heureuse d'introduire ce temps d'échange consacré à une question devenue centrale, celle de la rénovation biosourcée de notre bâti existant. Donc, notre territoire de Charente-Maritime possède un patrimoine bâti considérable et un patrimoine bâti qui ne se limite pas à ses monuments historiques, mais aussi à son bâti vernaculaire, comme en témoignent ces nombreux sites patrimoniaux remarquables. Dans le même temps, la Charente-Maritime connaît des dynamiques sur l'habitat très contrastées, avec un littoral très recherché et surfréquenté, avec une grosse pression, et l'est du département qui s'apparente un peu à celle de la diagonale du vide. Donc, des phénomènes contraires très importants. Donc, dans la continuité de notre approche, pour ceux qui étaient déjà là sur le faire avec, où on a parlé de faire avec l'urbain, faire avec les constructions existantes et jusqu'aux matériaux. Donc, le CAE a lancé un cycle en 2025 sur habiter demain en Charente-Maritime. Et donc, la question de la rénovation soulève encore plusieurs défis, avec de nombreuses idées reçues qui sont malheureusement très prégnantes. Les coûts supposés les plus élevés des opérations, intégrant les matériaux biosourcés, du réemploi, et on a montré que ce n'était pas le cas, ou issus de filières locales. Donc, rénover implique d'abord de partir de l'existant, de partir d'un diagnostic qui soit précis, d'identifier les désordres, de chercher leurs causes et de définir des réponses adaptées dans des coûts évidemment qui soient raisonnables. L'enjeu est de privilégier des solutions sobres et fondées sur des approches low-tech en cohérence avec les caractéristiques du bâti, de ses matériaux et de ses usages. Donc, cela conduit à des projets architecturaux conçus au cas par cas, et donc complètement à rebours de nos logiques commerciales d'uniformisation et de standardisation. Donc, c'est aussi une question de compétence lorsque l'on considère la pérennité de ce bâti, souvent présente depuis des décennies ou des siècles, ainsi que ses qualités d'usage. La nécessité de renforcer les savoir-faire devient évidente. Ces approches restent pourtant encore insuffisamment intégrées dans les formations initiales, que ce soit celles des architectes, celles des bureaux de contrôle, on en parlait en déjeunant, celles aussi des entreprises. Donc, ces savoir-faire doivent être réinvestis et développés à l'échelle locale. Ils constituent un levier pour améliorer la qualité des projets et structurer des filières économiques ancrées sur notre territoire. Donc, c'est aussi une ressource pour nos territoires. Donc, en tant que conseil en architecture, en urbanisme, en environnement, notre rôle est précisément d'accompagner cette évolution, informer, conseiller, mais aussi défendre une approche exigeante de la rénovation, qui ne se limite pas à la performance énergétique, mais intègre la qualité architecturale et le respect du bâti existant. Donc, la table ronde qui va suivre a précisément cet objectif: croiser les regards et partager des solutions concrètes. Nous prolongerons ensuite ces échanges par une visite de ce lieu qui illustre très concrètement ce que peut être une démarche d'éco-rénovation appliquée à un patrimoine ancien. Merci à Olivier et à Cathy Berda, ainsi qu'à Virginie Segonne, architecte du patrimoine, qui est présente et qui nous permettra de découvrir ce lieu et de nous faire partager ces travaux. Je remercie également donc les intervenants présents cet après-midi, ainsi que Pénélope, qui nous accompagne sur ce sujet, ainsi que le phare, qui a la mission de capter ces tables rondes pour que les gens qui sont
qui n'ont pas pu être présents cet après-midi puissent quand même les voir sur le site du CAUE. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi et puis surtout beaucoup d'échanges entre vous. Voilà. Merci. Je passe le relais. Alors, bon, j'ai alors de tâche d'animer ce temps d'échange. Bon, déjà, on est hyper contents parce que c'était complet 2 semaines avant. Voilà, on ne sait pas pourquoi, mais enfin, si, on sait pourquoi, parce que les intervenants sont incroyables et que le lieu est incroyable. Mais c'est vrai qu'on est contents. Donc, merci de venir. Ça vous demande quand même un peu de temps. On en a conscience, donc je vais être un maître du temps furieux. Cette fois, j'ai changé de méthode. Je vais vous mettre une petite sonnerie de canard qui va faire coin-coin 2 minutes avant que vous ayez votre temps de présentation révolu. Donc, voilà. Sachez que je serai intransigeante. Vous êtes un public très varié. J'ai fait mes devoirs, j'ai regardé la liste. Il y a aussi bien la maîtrise d'ouvrage privée que publique, des assos. On a un chantier d'insertion aussi qui est présent, des entreprises. De côté de la maîtrise d'œuvre aussi, on a plusieurs profils, que ce soit côté archi, bureau d'études. Voilà, bon, j'imagine que je saute un peu certains types de profils, mais en tout cas, sachez que c'est assez intéressant. Aujourd'hui, vous êtes un public plutôt très coloré et je pense que les échanges vont être chouettes. Donc on a 4 intervenants aujourd'hui. On a Leslie Dumont qui du coup est responsable immobilier et aménagement chez Caribati. Ensuite on aura Julien Cœurdevey qui est ingénieur chez 180 degrés ingénierie, Mohamed Berra qui est conseiller énergie espace rénov du CE de la Dordogne et Jean-Marc Pité qui est architecte chez AVDPA architecte. L'idée du coup c'est que habiter demain en Charente-Maritime c'est quand même un sujet très vaste, donc on l'a découpé en plusieurs étapes. Et celle-ci, c'est un peu une étape double, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on va parler de l'éco-rénovation, mais le 23 avril, on va parler de l'éco-construction. Donc là, on a vraiment un focus sur la partie rénovation, qui ne sont pas les mêmes enjeux sur la question des normes. On voulait vous parler de rénovation parce que bon, le constat, c'est quand même que la rénovation, c'est un peu la priorité pour s'adapter au changement climatique et aussi réduire les impacts environnementaux. On va vous faire un peu un constat là-dessus, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est plus une utopie, c'est une réalité. Et ensuite, la Charente-Maritime, c'est du patrimoine ancien, aussi bien patrimonial, avant 48 qu'après 48. Et le patrimoine moderne, pour petite info quand même, donc celui qui est entre 48 et 2005, il consomme plus que le patrimoine d'avant 48. Donc autant dire qu'on a quand même un petit sujet sur ce patrimoine qu'on considère un peu moins, peut-être un peu moins noble, et pourtant qui a quand même de gros enjeux. Les matériaux, pourquoi on a fait une approche sur la question du biosourcé? Bon, il y a forcément la question des textures un peu naturelles dans les bâtiments, de donner une atmosphère particulière et chaleureuse, la question du confort thermique, de la durabilité dans le temps. Il n'y a qu'à voir que la maison Feuillette qui est construite en paille, elle a 106 ans aujourd'hui. Voilà, donc je pense qu'il n'y a plus de questions sur le fait que ça dure. La question de la santé, la gestion de l'air, de l'emploi local aussi. Bref, c'est des choix techniques qui sont quand même adaptés, mais c'est pas chose aisée, et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour en discuter, pour voir que il faut reconstruire et réadapter nos métiers. Heureusement, ça évolue très vite. Il y a 8 ans, si on vous avait dit qu'on ferait un ERP en paille porteuse, vous auriez tous rigolé, et c'est déjà fait. Voilà. Donc, on espère que vous allez avoir des retours d'expérience qui vont vous inspirer, qui vont vous permettre de favoriser ensuite l'intégration de matériaux géosourcés et biosourcés sur notre territoire. Et les intervenants ont donc une contrainte de timing. Ils font chacun une petite présentation de 10 minutes maximum. Et ensuite, après, l'idée, c'est de passer au débat. Souvent, je leur propose de se poser des questions entre eux, ce qui les oblige à écouter ce que disent leurs confrères. Et ensuite, l'idée, c'est ça permet aussi de lancer les premières questions qui sont un peu difficiles. Et puis après, l'idée, c'est de vous passer le micro. Il y aura quelqu'un dans la salle qui va vous donner le micro. Voilà. Et après, à la fin, je vous ferai quand même une petite annonce de ce qui s'annonce jusqu'à juin. On a un programme assez riche autour de ces thématiques, mais pas que. Donc, je vous ferai un petit moment jingle des petites annonces. Et puis après, on a une visite avec Virginie qui est juste derrière vous, qui va vous montrer ce lieu qui est quand même incroyable et qui est quand même la démonstration de tout ce qu'on va vous raconter aujourd'hui. Voilà, et c'est parti. Leslie. J'ai trop l'impression maintenant. C'est parti. Bonjour à tous, merci d'être tous là pour ce super sujet. Avant de démarrer, je vais juste vous expliquer qui je suis et quelle casquette je me présente à vous aujourd'hui. Donc, je suis architecte de formation. J'ai très peu fait d'architecture. Je suis maîtrise d'ouvrage social pendant de nombreuses années et je suis passée bureau d'études il y a 4-5 ans, spécialiste dans les matériaux biosourcés. J'avais vraiment envie d'y aller, donc j'ai progressé dans le détail. Donc j'ai une casquette vraiment multiple pour vous parler aujourd'hui. Et Caribati, on est un bureau d'études qui travaillons sur l'ensemble de la chaîne de valeur des matériaux biosourcés. Donc on travaille
aussi bien au développement des filières biosourcées, donc dans les différentes régions, qu'au développement des produits biosourcés avec un label qui s'appelle label produits biosourcés, peut-être que vous connaissez. Et on aide à faire les avis techniques, donc on comprend toute la difficulté à utiliser les matériaux. On fait des LDS aussi. Et on a une casquette assistance et maîtrise d'ouvrage qui permet, une fois qu'on a fait développer des produits, de pouvoir les mettre en œuvre, aider les maîtres d'ouvrage à les intégrer dans les opérations. Donc la question du jour, c'est pourquoi rénover, et j'ai envie de vous dire pourquoi construire, en fait. C'est bien, je le dis d'avance. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les bâtiments sont déjà là, qui datent d'avant 48 ou d'après 48. On a quand même beaucoup de matière sur place. On vit tous dedans. Donc les 1% de construction par an nous représentent quand même une toute petite partie de l'endroit où nous vivons. Donc il y a quand même un gros sujet, il ne faut pas qu'on le néglige. À savoir aussi, c'est que la population augmente de moins en moins, que l'ADEME a fait des analyses sur le sujet et qui confirment que il va y avoir de moins en moins besoin de construction neuve. Donc il faut quand même qu'on se recentre sur les endroits où nous sommes au quotidien, donc l'existant. Autre sujet aussi, c'est la qualité des bâtiments existants et les nécessités du confort d'usage à l'intérieur. Là, ce qu'on peut voir là, sur ce schéma, c'est que 4,8 millions de bâtiments sont classés F et G. On sait aussi que les bâtiments classés E ne sont pas hyper conforts non plus, donc la question quand même se pose grandement. Donc ça veut dire qu'il y a quand même en quantité, en volume à retravailler, c'est quand même énorme. Donc on doit peut-être s'y atteler de manière un peu plus proactive. Donc voilà, toutes l'idée de confort. Là, ce qu'on voit, c'est que les bâtiments qu'on construit, alors oui, on a moins besoin d'énergie pour pouvoir les garder une chaleur confortablement bien, etc. Sauf que ce qu'on voit, c'est que les analyses qui sont faites par l'ancienne fondation de l'abbé Pierre, qui s'appelle Fondation du logement, montrent qu'il y a de plus en plus de mal à se chauffer. Pas parce que les bâtiments se sont dégradés, parce qu'en fait l'énergie coûte de plus en plus cher et que la vie au quotidien est plus chère, et donc du coup on passe les besoins de se chauffer en second plan par rapport à s'alimenter. Donc on a une augmentation quand même de la paupérisation et donc le problématique de se chauffer. En contrebalancement, c'est qu'on a un problème aussi lié maintenant à l'extrême chaleur. Si on a des problèmes pour se chauffer, on a aussi des problèmes pour garder un logement frais. Donc là aussi, il faut qu'on s'y attelle, qu'on continue à avancer, à progresser dans les bâtiments neufs, parce que c'est pas non plus toujours, on parle du bio, etc., mais il faut quand même progresser encore, qu'on a les bâtiments avant 48, on va dire, tous les bâtiments où il y a un certain confort lié à la protection de la chaleur, et tous les autres tous les autres d'après 48 qui sont, même un peu avant aussi, ont une vraie problématique à ce niveau-là, et il ne faut vraiment pas la négliger parce qu'il y a des problèmes sanitaires qui vont découler très fortement derrière. Donc il y a quand même tout ce travail-là à élaborer. Sur les besoins que nous avons, donc on a parlé de la chaleur, on a parlé du froid, et en fait on a parlé souvent aussi, on nous parle de besoins de la maison avec son jardin, sauf que dans une même ville, alors pas partout, et tous les logements raccords ne sont pas à habiter, etc. C'est pas ce débat-là que je développe là, c'est plutôt il y a des villes où elles se reconstruisent en périphérie, plutôt des petites villes, et se vident de l'intérieur.
Et là, il y a une question de rénovation globale des centres, avec des bâtiments qui se vident, qui sont plus d'actualité, qui sont pas agencés, qui ont besoin d'être repris de manière globale, dans l'usage, dans la forme, peut-être à évider, peut-être à rajouter des espaces extérieurs, à aérer, etc. Mais il y a de la matière qui est déjà là, il y a des murs qui existent, il y a des matériaux qui sont déjà sur place, et ça vaut le coup de se dire sur un centre-ville de retravailler dessus. Donc là, il y a un gros poids quand même sur la rénovation à cet endroit-là. Là, j'aborde un petit point, je vais aller assez vite, c'est juste pour parce que sinon après je suis intarissable sur le sujet. Sur le point de vue environnemental, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux rénover que construire? Parce qu'on a un problème de ressources évident, parce que là on a une image là, sur le sable, c'est la seconde ressource la plus utilisée. La première, c'est l'eau. Là, on voit, les problématiques d'eau qui vont que s'accentuer. Alors oui, on a eu un hiver pluvieux. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, en fait. Et c'est les extrêmes. Donc, il y a eu le problème d'inondation parce qu'il y a trop d'eau à un moment donné, à un endroit donné. Il n'y a plus assez d'eau, donc les sols changent. Donc, c'est tout cet équilibre qui était en place depuis des centaines d'années, qui change trop violemment. Et notre patrimoine, notre manière d'habiter, n'est pas adaptée du tout à ces évolutions, qui sont un peu trop rapides. Et il faut, d'une part, adapter nos bâtiments existants pour pouvoir un peu se préparer à ça, et d'autre part, éviter d'aggraver le système en surproduisant des matériaux et refaire des bâtiments en béton qu'on n'aurait pas besoin. Voilà. Et ça, cette petite image, sûrement vous la connaissez, c'est dans l'Oregon. Donc en fait, il y a un feu, il y a une rivière entre les deux. Et en fait, c'est juste pour dire, on est tous dans ce cas-là. Donc là, je ne blâme personne en particulier, mais on fait notre vie, on fait notre quotidien, alors qu'en fait, c'est de l'autre côté, c'est la galère. Donc, maintenant, on arrive aux solutions. Tout à l'heure, tu parlais d'idées reçues sur les matériaux. En fait, les biosourcés et l'existant, ça fonctionne très très bien. Les biosourcés, de manière générale, fonctionnent très bien dans le bâtiment. Et il y a tout un tas quand même de produits. En fait, c'est tout PDF. Du coup, j'ai pas du tout déroulé. Ça n'a pas marché sur ma dernière slide. Je suis pas contente. La marque, c'est quoi pour Mince, elle se fout de venge. Et en fait, ici, donc on voit tous les différents types. Donc il y a les isolants, les biosourcés, pardon, c'est facilement inflammable, ça va mal vieillir, c'est difficile à mettre en œuvre, ils ne sont pas assurables, ils sont introuvables, ils étaient invisibles, ils coûtent plus cher. Moi, je vous propose juste sur 2 points. On ne voit pas. C'est dommage qu'on n'ait pas le PDF. En fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a énormément de produits en France. On voit que c'est le bazar, c'est fait exprès. En fait, sur tous les types de matériaux dont vous avez besoin, vous avez tout ce qu'il faut qui se produit en France. Alors, il y a des choses qui sont plus compliquées à mettre en œuvre. Mais vous avez quand même, il y a un champ de progrès assez fort à ce niveau-là. Sur le côté qui coûte cher, encore au local. La matière première, elle existe sur place, on ne fait pas de sujet. D'un point de vue environnemental, on en a parlé rapidement, mais là, évidemment, il ne faut pas extraire ailleurs, il faut extraire la matière qui va se renouveler rapidement. D'un point de vue sanitaire, là, il y a 2 volets sur ce sujet-là. C'est d'un côté, au niveau dans les patrimoines qui sont plus adaptés au trop de chaleur, au mode de vie, au trop d'humidité, en fait, ça dégrade la santé des gens à l'intérieur. Toutes catégories confondues, tout âge confondu. Et d'un point de vue artisan,
En fait, maintenant, on arrive à travailler en filière sèche avec des produits qui sont moins nocifs, donc qui sont moins dangereux et qui permettent du coup un meilleur confort et un meilleur système de vie et d'être moins abîmé après toute une carrière dans le bâtiment. Le petit point financier aussi, est-ce que vous préférez une petite chaussure en claquette en plastique ou alors une belle paire de baskets bien stable. Voilà, en fait, il y a ce coût, alors peut-être du coup je pourrais le transmettre après coup, il y a une analyse qui a été faite par Fibois, Pays de la Loire, Fibois, Laurent, qui ont comparé les prix avec des prix de 2025, qui ont comparé les coûts en construction neuve par contre, sur la construction traditionnelle, on va dire conventionnelle, et de la construction bois biosourcé. Et grosso modo, sur la construction neuve, il y avait 6%, 6,5% de coûts financiers en plus. Donc, ce qui est, voilà, par rapport à ce qu'on peut entendre et ce qu'on peut voir et les freins qu'on peut avoir, voilà, tout ça en répondant à la réglementation environnementale 2028 avec ces objectifs-là. Donc, voilà. Et là, c'est le dernier petit slide pour finir, où il y a, vous n'êtes pas seul. Voilà. Donc, il faut pas, vous allez voir, il y a plein de gens qui sont compétents pour vous aider au quotidien, que ce soit des centres de ressources, comme si vous avez Odéis, voilà, ou Novabud, ou Ecopolis, enfin, ça dépend de la région où vous êtes. Vous avez les filières, évidemment. Là, ils n'arrivent pas d'aide, donc il ne faut pas hésiter à les consulter, à leur demander des informations. Ils vont aussi vous orienter vers des professionnels. Les fabricants qui sont aussi là pour vous accompagner à l'utilisation de leurs produits, les assistants à maîtrise d'ouvrage, les bureaux d'études, les organismes d'État, je ne sais pas, au PIF, CAE, voilà, qui peuvent vous orienter aussi et qui vont continuer à faire de la recherche pour promouvoir un peu ces sujets, vous donner des pistes de réflexion. Et puis évidemment les architectes qui sont les sachants qui vont vous accompagner au développement, donc il faut bien choisir son archi, et puis bien sûr tous les autres partenaires que vous pouvez avoir. Bureau de contrôle, il faudra bien choisir aussi, mais l'économiste, l'entreprise, voilà, il faut pouvoir trouver le bon partenaire et pas hésiter à poser des questions et encore et encore. Je dire après tout ça. Je lance le fun. C'est parti. Je suis gagné quelques elle n'a pas oublié. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là cet après-midi. Merci à l'UNICEF et à Pénélope pour l'organisation de cet événement. Je trouve que c'est toujours des moments importants de partage. Moi, je vais intervenir plutôt en tant que praticien et témoignage. Je vais témoigner de notre pratique. On essaie de mettre en musique un peu pas mal de sujets dont on parle là. Pour ma part, pour faire connaissance rapidement, je suis ingénieur en travaux de la construction, donc à la base BTP bien conventionnel. Je l'ai connu il y a très longtemps, formé ensuite en qualité environnementale du bâti et de l'urbanisme quelques années plus tard. Et puis ensuite, comme tout le monde, j'essaie de continuer un peu à renforcer le bagage au fil du temps avec des formations dès que je peux. En 2013, je me suis dit, il y a un trou dans la raquette dans pas mal d'équipes de maîtrise d'œuvre, dans les prestations proposées. Et j'ai créé un bureau d'études qui s'appelle 180 degrés en ingénierie environnementale. On n'est pas bureau structure, on ne fait pas de fluide, on n'est pas du tout architecte, même s'il y a un architecte ingénieur dans l'équipe. Et c'est aujourd'hui une petite équipe, donc ingénieur et ingénieur architecte. Globalement, on travaille à l'atténuation des impacts sur l'environnement et sur la santé dans les opérations de bâti et d'urbanisme
de ménagement du territoire. Je me suis ensuite intéressé à ce que proposait le manifeste pour une frugalité heureuse et créative à partir de 2018. Et depuis 2020, je tente de co-animer le groupe Dordogne-Gironde et je suis membre du conseil collégial national. Voilà, j'y trouve un lieu de réflexion non partisan, un laboratoire que je trouve assez passionnant. Voilà. Ouais. On peut passer très rapidement sur la société. Donc voilà, petite équipe d'ingénierie. On essaie d'intervenir pour, je dirais, dans cette activité-là, majoritairement en maîtrise d'œuvre, un petit peu en assistance à la maîtrise d'ouvrage, et maintenant ça se diversifie, mission de conseil, etc. On est un peu sorti du bâtiment aussi pour faire la maîtrise d'œuvre urbaine, toujours pour gratouiller toutes les pistes d'atténuation d'impact. Ça nous a amené, après la matérialité, à travailler sur l'eau, etc. Nos fondamentaux, on a vraiment travaillé sur un croisement de connaissances des architectures vernaculaires et pour essayer de comprendre comment c'était possible de résoudre dans la contrainte du matériau local, du savoir-faire local, du climat localement, à des époques où il n'y avait pas le choix de faire autrement, quelle intelligence avait rassemblé des connaissances assez dingues, qui ont été un peu perdues au fil du temps, avec une perte accélérée après la Deuxième Guerre mondiale, et on s'est intéressé à essayer de comprendre. Donc aujourd'hui, pour faire très résumé, nos fondamentaux pour le bâtiment, ils sont quelque part à la charnière de la connaissance, de la maîtrise des matériaux biosourcés et géosourcés, donc d'origine de la biomasse animale et végétale et géosourcés, donc minéraux, avec les connaissances du bioclimatisme. C'est en croisant tout ça qu'on pense répondre aux enjeux auxquels on fait face aujourd'hui et qui vont se renforcer au fil du temps. On essaie d'intervenir aussi en formation, etc. On était intervenu dès 2020 à la demande de la ville de Bordeaux pour rédiger un référentiel de bâtiments frugal qui s'est finalement décliné en 42 points assez techniques dans lesquels on a rédigé des règles de l'art qui s'appellent le bâtiment frugal bordelais. L'équipe en question n'a pas été reconduite dimanche, donc je ne sais pas trop ce qui va en advenir. Mais en tout cas, j'espère que ça ne va pas être tout à fait jeté à la poubelle parce que ce sont des travaux et ce n'est pas le seul territoire, mais qui portent leurs fruits petit à petit. Ça entraîne évidemment le monde économique et tout ça. Alors, je vais passer assez vite. Je vais essayer de ne pas être stroboscopique, mais assez vite sur quelques références. Et on pourra, c'est juste pour que peut-être ça fasse réagir un petit peu. J'ai, à la demande de Pénélope, retenu exclusivement des opérations qu'on a livrées, qui sont toutes de rénovation, parfois avec de l'extension neuve, et qui sont sur plusieurs territoires, plusieurs échelles. Un peu d'habitat, mais comme on avait aussi du tertiaire, j'en parle quand même. Et c'était pour... je soulignais aussi que ce qu'on va voir est souvent réplicable dans tout type de programme. Donc c'est pour ça que je me suis permis de ne pas mettre que de l'habitat. Et on va se promener un petit peu. À petite échelle, on avait travaillé avec l'agence Chalumeau sur la rénovation d'une petite maison qui n'avait pas énormément de caractère à Sorsesgore, une petite construction des années 50-55, et qui a été isolée par l'extérieur en bloc de chaux-chambre. Et puis des dispositions de bioclimatisme, de diffusion de chaleur. Là, le poêle, on voit le mur qui était tout à l'heure en brique, qui a été enduit de terre, un sol en terre. Et voilà, c'est aujourd'hui un habitat qui respecte qui satisfait toutes ces attentes. On est plutôt content du résultat. Ça, on change un petit peu d'échelle. C'était un habitat partagé de 3 logements avec Cancan à Patrimoine-Libourne à Saint-Denis-de-Pile, où on a fait une isolation par l'extérieur sur une bâtisse existante pierre, mais qui était très très dégradée, pas de mode des natures, extrêmement dégradée. On s'est permis de faire une ITE, c'est un gros mot. Et là c'était aux yeux de tous admissible. Et pour information, on a choisi cette fois une filière humide. Elle a été faite en projection de chaux-chambre, comme on voit là, en cours de mise en œuvre à l'extérieur. Voilà une des pièces livrées à la fin avec un sol en terre également. On change un peu de région, on descend un peu plus bas. À Pau, on a réalisé avec l'agence Dauphin
la rénovation d'une école. On s'est battu pour aller au-delà des demandes du programme de conserver l'existant. On avait une maternelle élémentaire en 4 plots bâtis et on a préservé beaucoup plus que le programme se soulignait, après avoir fait évidemment un diag structure et diag fonctionnalité. Et on a vraiment pu conclure que préserver le même montant financier sur une correction de la réal, au lieu de repasser par la démolition, emballer les déchets, on ne sait pas trop, repasser par la case gros œuvres fondation et se payer avec l'argent qui reste une nouvelle enveloppe thermique, des nouvelles menuiseries, c'était pas la solution qu'on a retenue. On a fait pas mal de réemploi aussi, pour information, alors vous en avez déjà dû m'en parler, radiateurs, c'est à faïencerie, etc., ardoise. Et puis là à nouveau une incorporation de terre crue dans les zones d'activité et les salles de classe, avec des petites astuces bioclimatiques, des ouvrants sécurisés de ventilation, etc. On change d'agence et de territoire. On part en Ariège pour les naturalistes de l'Ariège avec l'agence Besson-Wolf, une rénovation à Cos, patrimoine de Foix, où on a appliqué les mêmes techniques avec des études de thermodynamique, des études de lumière naturelle, du travail de pierre, de bois naturel, de terre et de chaux. Et là encore, des astuces d'ouvrants de ventilation un peu spéciaux, sécurisés, qui permettent de compléter ce qui manquait dans le bâtiment existant. Je reviens près de Bordeaux à Artigues avec l'agence Dauphin, rénovation extension d'un groupe scolaire, Artigues près Bordeaux, avec beaucoup d'ambition et pas mal de réemploi, comme on voit dans les photos qui sont là. Ensuite, à côté de Bordeaux, à la Traîne, on va bientôt terminer. On avait une rénovation extension pour faire un pôle artistique, musique et danse. Ce que vous voyez tout à droite, c'est un presbytère qui lui aussi était très abîmé en façade. On a choisi une autre technique avec un chantier un peu particulier, de la paille hachée insufflée et pour le presbytère, une isolation par l'extérieur en bottes de paille en 22 cm qui ont été ensuite enduites en chaussable, en ITE. C'est les photos chantier qu'on voit là. Voilà le bâtiment livré. Et ensuite, en Charente, on a réalisé une petite maison de santé. Là aussi, très beau programme. La mairie avait la solidité de refuser d'épuiser son centre-ville et voilà. Donc, on a réhabilité juste à côté de l'église un bâtiment existant avec un regard patrimonial très important. Et ça ne nous a pas empêché de travailler dans le dialogue avec la BF et notre équipe pour faire du béton de chanvre et plusieurs astuces, alors qu'on n'a pas pu beaucoup modifier les percements en façade. Et je reviens sur du logement, c'est la dernière référence, à La Réole, à côté de Bordeaux, qui a subi les inondations il n'y a pas longtemps. Et là aussi, du logement, de la projection de béton de chanvre, comme on voit sur la façade de gauche, de l'isolation en fibre de bois qui fait parapluie et qui a été enduite, l'image de droite. Et puis, c'est une dent creuse qui est venue s'insérer dans la réole. Voilà. On pourra revenir un peu sur tous ces sujets tout à l'heure. J'espère que c'est pas trop stroboscopique, mais je passe la main. Merci. Et maintenant, je vais passer merci. Bonjour à tous, merci d'être là effectivement, merci à mes confrères intervenants et c'est un vrai moment de plaisir de partager avec vous l'occasion de cet événement et ce sujet, donc rénover autrement. Moi je suis Mohamed Berat, je suis conseiller énergie au sein du CAIE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Dordogne, qui est un service, c'est une forme associative qui dispose d'un service public. Il y en a un dans chaque département de France, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc moi, mon regard de conseiller énergie, je vais vous présenter le parti pris du CAIE, puisque le CAIE a intégré un conseiller énergie, ce n'était pas moi à l'époque, mais il y a bien 15 ans. Donc il y a une philosophie, il y a un parti pris que je vais vous présenter. Je vais essayer de faire vite sur les premières slides pour aller à l'essentiel après. Donc, l'accompagnement du CAIE, c'est l'accompagnement à l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie dans un contexte qui est en perpétuelle mutation. Donc, mes missions au sein du CAIE, c'est un travail de conseil et d'animation au sein d'une équipe multidisciplinaire, avec plusieurs disciplines.
Un des partis pris du CAIE, c'est cette transdisciplinarité et cette transversalité dans la pratique de l'exercice architectural, paysager et d'urbanisme, et puis avec une compétence aussi de l'environnement. On fait du conseil au sein du CAIE, soit en binôme, en trinôme, avec le conseiller énergie que je suis, et avec un collègue ou une collègue architecte, ou avec une paysagiste. Le travail d'animation aussi se fait de cette sorte-là. Et donc, on est monté en compétences et on s'est enrichi les uns des autres dans cette transversalité. On travaille avec différents publics, des particuliers, du grand public, des élus, des apprentis et des professionnels, parce qu'on fait aussi un petit peu de formation. Je voulais rappeler simplement des choses qu'on ne doit pas oublier en ligne de mire. C'est le rappel des objectifs à horizon 2050 dans cette feuille de route de la transition écologique, à savoir qu'il y a un objectif énergétique qui est dressé par la politique nationale, c'est l'atteinte du BPC sur l'ensemble du parc national. Il y a aussi un objectif social, c'est la sortie de passoires thermiques, comme ça a été dit. Un objectif environnemental en principal, c'est la cible de neutralité carbone, pas que, mais principalement cette neutralité carbone qui est ciblée à horizon 2050. Et un objectif avec lequel on a encore du mal, c'est cette sobriété foncière avec le zéro artificialisation nette. Le parti pris du CAIE, c'est vraiment mettre l'usager au cœur de la démarche. Ça, c'est un premier élément fondamental. Un deuxième élément, c'est de mettre l'accent sur cette étape de la conception, qui est l'étape clé de la réussite d'un projet de rénovation. Un élément aussi que j'avais déjà dit, qui est cette transversalité entre nos métiers dans la pratique de l'exercice architectural, urbain et paysager. Et puis, cette approche globale qui est présentée ici, qui commence par d'abord la définition de besoins, on l'a vu. C'est souvent qu'on a... devant ce fait sociétal qui fait qu'on était à 5-6 dans une habitation, et puis aujourd'hui on se retrouve avec une personne. On a des gens qui viennent nous voir en conseil, une personne dans une maison qui fait 250 mètres, 300 mètres carrés, et là, en fait, si on fonce tête baissée dans la rénovation, eh bien, ça risque de coûter d'abord très cher, et on se heurte à ce frein, qui est les moyens. La première question, c'est vraiment la définition des besoins de manière la plus juste et la plus rationnelle avant d'aller tête baissée dans la rénovation. Moi, j'avais travaillé aussi, j'étais mis à disposition dans une agence technique départementale qui est un programmiste institutionnel qui fait des études à destination des collectivités de Dordogne. Et c'est pareil, là aussi, on a des élus qui viennent nous voir pour des petites communes de 2300 habitants, des écoles qui font 2600 mètres carrés, qui sont issues de l'architecture scolaire des années 70. Et puis, avec 2600 mètres carrés, comment on fait ? La première lecture qu'on fait de l'usage qui se fait du bâtiment, on a les maternelles qui sont dans un grand bâtiment qui fait 1000 mètres carrés, les primaires qui sont dans le bâtiment juste à côté aussi qui fait 1000 mètres carrés, la première qui sont tous les deux occupés à un tiers et à moitié. La première chose, c'est comment on peut définir l'utilisation de l'espace, mutualiser les surfaces, et puis finalement, on va rénover un seul des deux bâtiments, et ça permet déjà de diviser le projet en deux avant même de plonger dans la rénovation. La qualité d'usage est un élément fondamental aussi dans cette approche globale. Un élément aussi qui est très important, c'est les usagers, souvent, ils ont du mal à exprimer les exigences d'un projet. Ils ont des professionnels devant eux, mais ils ne savent pas comment exprimer l'exigence du projet. Quand on veut acheter une voiture, on dit « je veux une voiture fiable ». Ça, c'est déjà très bien comme expression de la commande. Eh bien, quand on veut rénover ou construire, on ne sait pas comment verbaliser l'exigence. Le travail du CAIE, ça consiste à accompagner à l'expression des exigences et des ambitions d'un projet, à dire « je veux une maison confortable, sans se ruiner en chauffage et sans aller vers une climatisation. Je veux une maison qui soit efficace dans l'utilisation de l'énergie, une maison qui soit respectueuse des occupants, notamment le respect de la qualité environnementale du bâti et de la santé des occupants, une maison qui va être performante, même dans la notion du coût.
Alors, il y a 20 ans, on disait il faut payer plus pour faire des bâtiments performants. Moi, aujourd'hui, je suis témoin de dire on fait au même prix et parfois moins cher des bâtiments performants. Je dis que ce n'est plus une histoire de moyens, c'est une histoire de méthodologie, d'application et de compétences. Et puis, une organisation du projet, on le dit aussi aux usagers, il y a une organisation professionnelle à faire aussi quand on est particulier ou usager du bâtiment, à savoir il faut avoir un minima de pièces graphiques, un minima de pièces écrites, s'interroger sur le mode d'exécution des travaux et puis se faire accompagner par les acteurs professionnels pour le projet. Et puis parfois il est nécessaire d'aller faire des pré-consultations. Souvent on a des acteurs comme les ABF qu'on craint, et bien avec une pré-consultation auprès des architectes du bâtiment France, ça permet de désamorcer plein de questions et aller les voir plutôt dans une temporalité où ils seront plus dans le conseil plutôt que dans l'instruction avec le stylo rouge. Et puis le financement, 3 minutes il me reste. Le financement, il faut le penser de manière globale. Pour aller plus loin, souvent la question qui revient, comment on fait, comment savoir si j'ai coché toutes les cases? Eh bien, vous savez que vous avez des référentiels que vous pouvez solliciter. Notamment, en local, on a un référentiel qui s'appelle BDNA, qui est porté par Odélis. Allez voir ce que c'est vraiment super, ça permet de donner une méthodologie à votre projet. Surtout quand on est dans la commande publique, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment sortir de la commande publique qui se fait sur des pages blanches. L'approche biosourcée. Pourquoi on va aller vers une approche biosourcée, notamment dans le bâti ancien? C'est pour vous comparer ce qu'on voit sur la page suivante, pour comparer entre une correction thermique, par exemple, de chaud-chambre à l'intérieur, et une isolation par l'intérieur en doublage plus laine plus peinture. Eh bien, ça permet d'aller vers des rénovations durables pour éviter les désordres de demain, que vous connaissez. La préservation de la qualité de l'environnement intérieur pour éviter le développement de foyers bactériens qui vont impacter la santé des occupants. La préservation des qualités originales du bâti ancien, notamment par rapport à ces remontées capillaires et le gros sujet de l'humidité. Ça permet aussi d'éviter d'aller à la climatisation, parce que quand on fait une correction thermique, on préserve l'énergie thermique du bâtiment. Ça permet de faire des bâtiments qui sont frais naturellement, sans avoir à aller investir dans une climatisation derrière. Et puis, l'impact socio-économique aussi, ça permet de valoriser l'artisanat local plutôt que valoriser des économies qui sont délocalisables. Et puis, eh bien, ça permet d'aller aussi répondre de manière positive d'avoir un bon bilan carbone. Alors, on dit que qu'est-ce qu'il en est par rapport au prix? La correction thermique en Dordogne, il est pratiqué. Alors, je parle d'un chaud-chambre projeté en 8 cm. On est à peu près à entre 100 et 120 € le mètre carré hors taxe. Et face à ça, on a une laine minérale, plus placo, plus peinture, entre 120 et 160 €. Souvent, on nous dit que c'est plus cher. Là, on a la preuve que c'est moins cher. Et puis, si on veut une ambiance plus contemporaine avec un enduit de finition, ça peut aller à 140 et 180 € hors taxe. Alors, il y a des pistes de développement pour jeter un pavé dans la mare, on va dire, pour créer des leviers intéressants à la fois à la crise de logement, mais aussi pour faciliter le développement de la rénovation, parce qu'un des grands freins, c'est les moyens. Et donc, l'autorénovation accompagnée est un sujet qui mérite vraiment d'être développé, parce que sur le marché, on a des usagers qui expriment souvent le besoin d'accompagner et de faire de l'autorénovation. Malheureusement, on a un seul acteur sur le territoire qui sont les compagnons bâtisseurs, qui sont agréés pour aussi faire profiter les usagers des aides de l'ANA. Et il faudrait avoir plus d'acteurs qui sont reconnus tout en intégrant les aides de l'ANA. Pour faciliter le recours aux géosourcés notamment, je parle de cette correction thermique en chaud-chambre. Il faut savoir qu'il y a, depuis 2025, l'année dernière, une adoption d'une proposition de loi au Sénat pour adapter le DPE au bâti ancien.
Eh bien, en attendant d'avoir un cadre opérationnel, on peut faire évoluer pas mal de choses, notamment par le biais de l'amélioration des pratiques professionnelles. Il faut s'informer de ces pratiques-là. Il y a aussi un élément qui est important, il faut savoir que la correction thermique, elle est éligible aux aides de l'ANA. Donc, il y a une dérogation sur ce procédé constructif sur la résistance thermique qui est exigée pour l'isolation classique. Il n'y a pas besoin d'avoir la résistance thermique de 3,7 sur le chaud-chambre. Deuxièmement, il y a aussi une dérogation de l'ANA sur le RGE. Il n'y a pas besoin d'avoir un accompagnement par un artisan RGE quand on fait du chaud-chambre. Cependant, il y a une obligation d'avoir la qualification construire en chambre, et à partir du moment où l'artisan est assuré, il a une décennale, et bien normalement il est qualifié pour la pratique de l'application chaud-chambre. Un élément qui est important, c'est la mobilisation des professionnels par rapport à pour permettre le développement de ces filières. Pour finir, il y a aussi la médiation des acteurs comme les banques, les agences immobilières et les notaires qui vont impacter énormément l'étape de conception. C'est pas parce que la banque nous demande des devis qu'on va vite clôturer le chapitre conception. C'est une pré-consultation qui est faite. Ça permet simplement de finaliser la partie financement. Eh bien, il faut quand même reprendre la partie conception derrière. Les agences immobilières sont aussi un acteur incontournable qui voit passer beaucoup de rénovation énergétique. Il y a aussi à les intégrer dans la boucle pour qu'ils puissent relayer l'information sur l'amélioration des pratiques et les relations entre les acteurs. Les notaires aussi, des fois, pour préserver la constructibilité d'une opération, on va exiger d'avoir un permis de construire à la signature d'un acte notarié. Eh bien, peut-être qu'au lieu d'exiger un permis de construire, il peut y avoir l'obligation d'un CU, un certificat d'urbanisme opérationnel, qui garantit aussi la constructibilité plutôt que d'imposer un permis de construire. Il y a vraiment nécessité d'aller vers un changement de paradigme. Vous savez, il y a une grande réflexion par pas mal de chercheurs aujourd'hui qui travaillent sur les nouveaux modèles économiques. Vous faites NME et vous allez trouver plein d'exemples inspirants. Il y a des EPCI, des régions, des départements, des parcs naturels régionaux qui vont aider, qui vont mettre en place des aides pour inciter à faire des choix comme des choix biosourcés et géosourcés. Il y a des exemples dans l'économie circulaire qui a intégré l'éco-participation pour inciter et encourager le réemploi. Il y a aussi des exemples dans la réalité qui sont les certificats d'économie d'énergie, donc on peut critiquer beaucoup, mais ils ont quand même le mérite d'avoir développé ce principe de pollueur-payeur dans l'économie de l'énergie, et puis le principe aussi de la taxe carbone qui va susciter de l'éco-responsabilité. Et la question que j'ai envie de poser pour finir, qui va payer la durabilité? Je vous laisse méditer à la question et peut-être qu'on pourra y revenir à la fin. On fait beaucoup de jetables. Qui va payer la durabilité? Merci à tous. J'ai pas été assez terrifiante. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je vais vous présenter d'abord en quelques mots l'agence ABDPA, dont je suis l'un des 3 associés. L'agence a été créée il y a plus de 13 ans, maintenant 14 ans. On vient d'un champ un peu particulier qui est la rénovation des monuments historiques. Moi, je suis architecte du patrimoine, je suis aussi architecte conseil de l'État. Et on a eu cette appétence pour l'existant. En fait, ça nous paraissait une évidence quand on a lancé l'agence. Mais on a décidé dès le départ de travailler que sur ceux qui étaient déjà là. Aussi parce que c'est très difficile pour une agence d'architecture de commencer à avoir ses premières commandes, il faut être réaliste. Mais c'était aussi une conviction qui venait de cette approche un peu particulière que l'on a sur la pratique des monuments historiques. Alors l'agence, elle a 3 champs d'action. Donc c'est toujours de la rénovation de monuments historiques. On aime bien quand il y a du projet. Donc on ne rénove pas des monuments historiques juste
pour les rénover comme une œuvre d'art pure, mais pour les faire vivre, parce que l'architecture, c'est un champ dans lequel on habite, on explore, on vit. On est de la maîtrise d'œuvre du patrimoine non monumental, donc c'est vraiment le deuxième champ d'activité de l'agence. Donc on travaille sur des bâtiments qui ont souvent un caractère patrimonial, mais qui ne sont pas protégés. Donc voilà, qui n'ont pas une protection ni inscrite ou classée. Parfois, ils sont en secteur sauvegardé ou dans des zones de protection. Et c'est plutôt ce champ-là que je vais vous développer aujourd'hui avec 4 exemples de projets. Puis un dernier champ d'action de l'agence qui sont à la fois des études préopérationnelles, des études de faisabilité, des diagnostics patrimoniaux, qui peuvent être sur des sujets assez variés, qui vont du patrimoine industriel. Vous avez l'usine Costra. Cette année, on a fait l'analyse d'une patinoire de Paul Chemetov qui va dans les années 90, qui commence à faire patrimoine. Et on travaille aussi en tant que bureau d'études spécialisé patrimoine, en fait en tant qu'architecte du patrimoine, au sein d'équipes pluridisciplinaires plus grandes, puisqu'aujourd'hui, en fait, tous les architectes sont en train de basculer vers une activité de rénovation, et ils ne sont pas toujours armés pour comprendre les bâtiments auxquels ils sont confrontés. Et donc, on vient nous chercher pour notre expertise sur ces sujets. Alors, je commence avec je vais vous montrer 4 toutes petites opérations, mais qui font sens aujourd'hui, qui ont été des opérations qu'on a développées au début de l'activité de l'agence, et certaines qui continuent. La première opération, c'est une opération à Bourret-sur-Juine. On est dans le sud de Paris, dans le parc naturel du Gâtinais français. C'est un ancien presbytère situé dans le cœur du bourg. Donc vous avez l'église en face du site, parce que le presbytère était le logement du curé. La commune récupère ce patrimoine-là et a la possibilité d'acheter une petite maison juste à côté. Je ne sais pas si j'ai le curseur que vous avez là, qui est la petite maison ici, qui est une parcelle en bande, en fait, qui va lui permettre de disposer de ces 2 parcelles, à la fois le presbytère et la petite maison, pour imaginer une opération de transformation et de création de logements. On est dans le sud de Paris, on a encore pas mal de pression immobilière et un besoin de logement qui se fait sentir, et une envie de travailler sur de la densification douce en cœur de bourg, qui est le grand sujet dont tout le monde parle aujourd'hui, mais sur lequel on n'a pas forcément des exemples concrets qui fonctionnent. Et donc on fait le travail avec l'agence et la commune, donc c'est la commune qui est maître d'ouvrage, d'essayer de donner le mieux possible de cette parcelle, de sortir le plus de qualité par rapport à ce qui est disponible. Donc on a un grand jardin à l'arrière du presbytère, qui est un espace naturel qu'on va préserver, un petit jardin à l'avant, la petite maison que vous avez ici, et puis 3 constructions en tôle qui sont à l'abandon et ruinées. Donc on fait le choix dès le départ, parce qu'on fait le même travail que sur un monument historique. On fait l'analyse historique du site, on essaie de comprendre les plans anciens, le cadastre, on essaie de voir comment ce tissu s'est structuré dans le temps, et on fait le choix très rapidement de garder les 2 bâtiments principaux existants, dont la petite maison sur rue qui n'était pas une évidence parce que tout le monde voulait la raser au démarrage. Le presbytère, tout le monde était assez d'accord pour le garder, mais la petite maison sur rue, en fait, elle bloquait l'accès au fond de la parcelle, elle était assez complexe à intégrer. On fait le choix comme ça de positionner en fait une grande artère de distribution dans la partie centrale, qui est cette galerie, qui va avoir un double usage, enfin un triple usage. Il va permettre de traverser entièrement la parcelle, d'accéder au fond du jardin, parce que le jardin va rester public dans le projet du village. Donc l'arrière de la parcelle va rester accessible avec des jeux pour enfants. Et on va positionner un nouveau bâtiment qui va venir compléter les 2 maisons existantes et va créer comme ça 2 cours en diagonale, et va nous permettre de faire 4 logements en plus des 3 logements que l'on va aménager là. C'est une opération avec 7 logements, une petite salle communale et la petite maison à l'entrée. Elle est un potentiel de développement pour le futur du site, puisqu'à rez-de-chaussée, on va y mettre tout ce qui est... vous avez une petite vue de l'insertion dans le site. Voilà, à rez-de-chaussée, vous allez avoir le petit local vélo, le local poubelle, donc un peu des fonctions de support. Et à l'étage, on a un potentiel futur logement en plus qui pourra venir dans un second temps pour la commune. Donc, il y a à la fois essayer de densifier les usages et les occupations de ce site, tout en offrant à chacun des logements des jardins. Donc en fait, le logement qui est ici récupère un jardin de ce côté-là, les 2 logements ici récupèrent des petites parcelles de jardin sur l'arrière. Et on expérimente dans ce projet-là un peu tout ce qu'on sait faire à l'agence en matière de construction et de rénovation en chambre.
Donc il y a à la fois de la rénovation en chambre, en isolation par l'intérieur sur le presbytère, et de la construction de bois avec de l'isolation de chambre sur le système. Je passe super vite, c'est très dur de présenter les prochaines 15 minutes. Voilà, vous en avez entendu parler avant, ça c'est le bâtiment existant. Donc on a tout un travail sur retrouver les épidermes intérieurs des pierres pour venir faire de l'enduit, du béton de chambre à l'intérieur, intégrer tous les réseaux que vous avez sur la droite, et puis une construction à ossature bois assez traditionnelle dans la partie de la construction qu'on rajoute, et une isolation en chambre à la fois sur les murs et sur les toitures. On vous montre un peu, voilà, alors, le chantier est en cours, on va livrer en juillet normalement. Là, vous avez, c'est intéressant parce que la photo montre les deux états, donc l'ossature bois sur la droite et le béton de chambre. Alors, il a été penché dans la partie neuve, il a été projeté sur l'existant. Là, c'est enduit, et je vous passe à une deuxième opération. Je vais aller très vite. Boigneville, toute petite opération, mais assez courante pour beaucoup de villages. Vous êtes toujours dans le 91, une petite parcelle à côté de l'église, et où finalement les constructions se sont étagées dans la profondeur de la parcelle, et on a des granges et des bouts de logements qui se sont progressivement accumulés dans la parcelle, et ça donne une sorte de chaos, mais assez intéressant, où les gens partagent la cour et utilisent une partie de ce qu'il y avait avant, et la commune a ce résidu qui n'est pas vraiment utilisé et qui nous demande de réfléchir à faire un logement dans cette partie-là. Et donc on fait un tout petit projet assez simple où, comme d'habitude, on essaie de démolir le moins possible parce que à la fois ça permet de faire de l'économie très concrète, hein, de ne pas utiliser de l'argent pour reconstruire des choses qu'on peut garder. Et puis, du point de vue environnemental, évidemment, c'est extrêmement vertueux. Donc on a une petite opération, c'est une petite maison très simple, on rentre, une entrée, salon, salle à manger, une cuisine, 2 chambres à l'étage, une petite salle de bain et un rocher qui a été gardé dans le bâtiment parce que en fait, on est sur un caillou rocheux de Fontainebleau et on est vraiment construit sur le projet. Alors on fait le choix donc de garder l'ensemble des maçonneries, mais la façade avant en fait qui était pas construite, c'était simplement des morceaux de charbon de bois. On va choisir de la reconstruire entièrement en ossature bois et de venir positionner un plancher bois pour faire l'étage et une charpente qui va venir clore l'édifice. Alors, on utilise tous les matériaux de démolition pour faire du remploi aussi. Donc, tous les sous-bassements du projet sont faits en pierre, avec les pierres qui sont issues de la démolition des quelques murs dans lesquels on intervient. On les classe, on les trie et ça nous permet de venir faire ce sous-bassement de ossature bois qui est nécessaire du point de vue de la mise en œuvre. On a une projection de béton de chambre qui est faite dans l'ossature bois à l'extérieur et une projection qui est faite à l'intérieur avec une isolation liège au sol. Un petit escalier béton, il était en bois au départ dans le projet. Finalement, on a un maçon très bon qui est capable de faire le coffrage et de le faire à un prix moindre que l'escalier bois. Donc, on fait le choix de le réaliser quand même en béton. Et on garde les habillages bois pour les garde-corps sur l'apparence standard. C'est des opérations qui sont assez difficiles parce que c'est la maîtrise d'ouvrage, c'est la commune. Donc, c'est vraiment les maires qui prennent sur eux d'y aller et de se dire on lance une opération en biosourcé et dans lequel on va amortir finalement le prêt qu'on demande sur les loyers qui seront engagés à terme. Mais ça fonctionne. Boigneville, c'est une opération, ils sont très contents, ils ont plusieurs logements comme ça dans la commune et c'est un montage qui peut marcher. Je vous montre une autre opération avec une autre mise en œuvre. Ça, c'est pour des particuliers. Dourdan, une réhabilitation de 2 maisons. On est à côté d'un petit château, plutôt une maison bourgeoise, et ça, c'est les communs. Qui était dans cet état-là qu'on a commencé l'opération. Pareil, même logique. Alors nous, on a une grosse phase de diagnostic à l'agence, hein, c'est-à-dire que la phase de pré-étude avant de décider ce qu'on fait comme projet, mais ça nous vient de la stratégie des monuments historiques, hein, c'est-à-dire qu'il y a une compréhension du bâtiment dans lequel on va intervenir qui est forcément un peu plus longue que dans une type d'opération, mais qui nous permet après de dire ça on garde, ça on ne pourra pas le garder, ou ça va coûter trop cher de le garder, ou c'est pas intéressant. Mais on essaie de garder au maximum, et là vous êtes sur le garage, sur lequel on a considéré que la charpente était suffisamment porteuse, qu'on allait pouvoir isoler, et qu'on allait pouvoir finalement travailler avec ce garage, et sur ce jeu de volume en étage pour faire 2 maisons. Donc là on fait 2 maisons.
C'est une isolation en bloc de chambre dans l'extérieur. On en a eu une tout à l'heure. Pareil, le petit garage, le deuxième garage qui est ici, ça va servir à l'habitation. Et voilà le projet une fois réalisé. Donc il y a un travail sur un habillage en briques après l'isolation chambre et un enduit tout simplement sur les parties hautes. Je vous montre quelques images du projet extérieur. Donc il y a aussi un travail sur le paysage et la manière d'intégrer ce projet-là dans un grand parc et de faire des zones tampons dans lesquelles la nature se rapproche du projet. Une des galeries d'accès à une des maisons, donc on a fait travailler un artiste sur les poignées, et puis quelques ambiances des intérieurs aussi, on travaille, là c'est des enduits de terre sur les intérieurs, et puis des encadrements bois sur toutes les baies. Dernier petit projet, je vais très vite, Fleury-en-Bière, aussi un cas qui se retrouve souvent dans des territoires où on a moins de pression foncière. Là, c'est dans le sud du Gâtinais français, une petite maison qui est à l'abandon depuis très longtemps, qui appartient à la commune et qui ne sait pas trop comment faire, parce qu'en fait, elle est tellement petite que ils ne voient pas à qui vont pouvoir donner ce logement et surtout comment le réhabiliter. Alors on fait pareil, un travail de diagnostic assez fin. Alors c'est ce genre d'habitat semi-rural, c'est une maison de bourg. Vous avez vraiment sur la face latérale du pignon, vous voyez la porte engrangée en haut avec sa petite poulie là, qui permettait de monter le foin autrefois. Alors l'accès à la cave qui est encore sur le côté, et puis une sorte de petites touches où on essaye de faire quand même une façade assez bourgeoise. On va faire des encadrements, on va venir soigner la façade principale sur rue. Voilà, il y a un vrai travail de modé nature qui a l'air de rien, mais si on fait disparaître ça, il y a quasiment plus rien dans une maison comme ça. Donc on fait le choix sur ce projet-là de restaurer l'enveloppe de façon très simple, à l'identique, sans avoir de création architecturale très forte. Et on fait un travail de lutte. Parfait. Et on fait un travail à l'intérieur beaucoup plus contemporain, puisqu'il faut arriver à créer un logement fonctionnel dans ce petit volume. Alors là, on fait le choix de faire un enduit correcteur en isolation sur les murs, parce qu'en fait, on a 2,60 m de large, donc on ne veut pas perdre beaucoup en largeur. Et on va par contre travailler très fort sur le grenier, c'est-à-dire qu'on va venir isoler assez fortement avec du biofil trio, donc c'est de la coton chambrelin, merci pour vos inquiétudes. Et sous la surface de la cave, on va isoler en liège, ce qui va nous permettre déjà d'avoir un tampon. On va remplacer toutes les menuiseries et donc d'être un peu moins performant sur les murs, mais on a quand même un enduit correcteur. Et on va faire un travail très parisien en fait, ou très urbain, de travailler sur qu'est-ce qu'on fait dans un micro-espace et comment, mais ça les architectes en général arrivent bien à le faire, comment on fait pour rendre un logement habitable quand on n'a pas d'espace. Donc en fait l'escalier va devenir à la fois, sous l'escalier on va avoir le sanitaire, la penderie dans l'entrée, le haut de l'escalier il n'y aura pas le garde-corps mais ça sera un bureau, la petite salle de bain va être au bout de la chambre à l'étage, et en bas on arrive quand même à mettre un poêle à bois qui va être le chauffage principal pour l'ensemble du volume, et on travaille avec des matériaux assez simples et bruts. Je vous montre un peu le rendu. On est sur des enduits correcteurs avec une finition un peu graissée qui fait apparaître la chaîne vote. Donc on trouvait que c'était intéressant de montrer l'isolation. La pièce principale en bas, l'escalier béton et lycée brut, tout simplement. On se fait plutôt un beau sol à rez-de-chaussée, et puis un parquet bois à l'étage, et le bureau que vous voyez qui fait le garde-corps. Et j'ai terminé. Merci. Merci. C'est super. Merci pour vos interventions qui se sont hyper bien complétées. On en parle un peu avant, mais c'est toujours un peu la surprise, et je vous avoue que c'est une super surprise. Là, l'idée, c'est qu'on va lancer le débat, donc on va tenir jusqu'à 16h, puisque moi j'aime bien être à l'heure, et que la visite est de 16h à 17h. Donc pour ceux qui avaient prévu d'être là, ça vous permettra quand même de visiter ce lieu magnifique. Je peux vous proposer de commencer par poser une question aux intervenants. Je ne sais pas si vous êtes, si on a un ou deux
une de vous qui serait OK pour poser une question entre vous. Ouais, Julien, t'as l'air chaud patate, c'est super. Et après, on lancera le débat dans la salle. Juste un petit rappel sur le fait qu'on intervient, enfin, de poser des questions. C'est moi qui vais vous passer le micro. On a trop envie de faire des remarques. Faites semblant de poser une question à la fin, OK? Si vous avez juste envie de communiquer votre enthousiasme ou votre interrogation, enfin, ou votre frustration, posez quand même une question, ça permettra de relancer un peu les choses. Voilà, bon, vous êtes au courant de ça, mais j'aime bien le rappeler. Et ben, Julien, si jamais tu veux poser une question, on peut commencer. Sophie s'attend. La fleurie en bière, est-ce que je peux juste savoir si c'est dans le cadre de tensions, comme tu l'as évoqué, dimensionnelles, des endroits où on ne peut pas vraiment se permettre de perdre beaucoup de surface intérieure. Est-ce qu'il t'est arrivé de te poser la question d'une double correction dedans-dehors, comme je crois Laurent Mouly le pratique un petit peu, comme j'ai vu quelques références chouettes et je me demande ce que tu en pensais, des cas où on ferait un correctif thermique seulement à l'intérieur, mais également un complément extérieur. Merci. Laurent, oui, elle est ingénieure, on travaille avec eux sur pas mal d'opérations. Bonneville a été fait avec eux. Dans ce cas-là, à Fleury, c'était aussi une de nos premières opérations. Et je pense qu'on le ferait sur la façade arrière, plus difficilement sur la façade avant. Mais ça pourrait être envisagé aujourd'hui. C'est-à-dire que comme c'était une de nos premières opérations quand on a commencé cette petite opération-là, on n'avait pas envie de prendre trop de risques sur l'extérieur. Parce qu'on trouvait que c'était important aussi de porter un message. On venait du patrimoine, de montrer que ce patrimoine-là pouvait être rénové aussi correctement à l'extérieur et d'avoir un travail qui soit fait sur l'enveloppe intérieure. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait, et puis parce qu'aussi le savoir-faire, c'était très dur de trouver des entreprises, il faut être clair. Quand on a commencé ce projet-là, ce projet-là, il a 8 ans, je pense, ou 9 ans. Il n'y avait pas beaucoup d'entreprises formées sur le béton de chanvre et le chaud-chanvre. Et donc, on a plutôt pris le risque sur les intérieurs que sur les extérieurs. Mais aujourd'hui, ce serait complètement envisageable. C'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire qui est assez développé pour qu'on puisse le travailler des deux côtés. Est-ce que les intervenants, vous auriez d'autres questions pour un autre intervenant? Mamel, vas-y. Il y a une question que j'ai envie de poser bien en amont. C'est comment, sur un territoire, comment on peut oser, un territoire qui est habitué à des pratiques conventionnelles et que vous êtes un professionnel sollicité pour X projet, comment vous osez lancer le pavé dans la mare et de dire, eh bien, pourquoi pas le biosourcé et géosourcé? Ou alors, sur les opérations que vous avez pu vivre, quelle est la porte d'entrée pour poser une démarche qui a du sens éventuellement par du bio ou du géosourcé dans un territoire qui est habitué au conventionnel? Moi, sur beaucoup d'opérations, on remarque que c'est souvent quand c'est des acteurs qui ont un peu plus une vision large. Nous, c'est le parc naturel régional qui a porté beaucoup des opérations que vous avez vues là, qui a porté l'exigence de ces opérations assez haut auprès des élus, mais c'est aussi parce qu'ils étaient capables d'apporter des subventions, c'est-à-dire d'aller les aider à aller chercher des subventions. C'est pas de magie, mais c'est vrai que souvent le biais du financement ouvre plus grand les oreilles des élus. C'est-à-dire que vous avez une oreille beaucoup plus attentive quand on peut aller chercher des financements. C'est pas toujours le cas, ça n'a pas toujours été le cas, mais souvent ça a été le cas pour les études. Et en fait, c'est pas anodin, c'est-à-dire qu'une partie des études était portée par un financement public, ce qui permettait finalement de mettre le pied à l'étrier et de montrer à des élus que ces opérations sont faisables et qu'on peut tendre vers cette qualité-là. Donc, compléter. Merci. Non, je suis exactement la même chose que toi, en fait. Parce que nous aussi, on a appris dans ces cas-là, c'est-à-dire que c'est quand les villes et les non-sachants des maîtrises d'ouvrage non-sachants sur le sujet veulent y aller, en fait, il ne faut pas démarrer par dire je veux du béton chanvre ou je veux tel matériau, mais plutôt
déjà qu'est-ce que c'est que le diplôme, la paille hachée, etc. Et comment on fait pour y aller, comment on fait pour s'entourer. Et c'est là où mon petit tableau tout à l'heure avec tous les intervenants qui peuvent aider, c'est les PNR, quand on est dans une zone un peu particulière, les parcs naturels régionaux, qui peuvent nous aider et orienter vers des professionnels qui sont compétents et sachants et qui nous accompagnent à la réflexion. Et après, on fait des choix. Une fois qu'on a un peu tous les sujets qui sont mis devant nous, on peut faire un choix. On va à telle ou telle orientation. En général, on quitte le conventionnel pour aller vers le succès. Mais ça permet d'avoir moins peur en fait d'être accompagné. Et effectivement, le financement d'études, c'est essentiel puisqu'on démarre par les études. Et tout à l'heure, tu parlais en plus de l'importance du diagnostic. Effectivement, c'est un peu la base, que ce soit pour du réemploi, que ce soit pour du biosourcé, pour l'usage, pour tous les sujets, comprendre d'où on part pour pouvoir après avancer. Mais voilà, donc je rebondis sur par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, mais effectivement, pour démarrer, il faut pouvoir avoir un petit peu de connaissances, et si on n'en a pas, ce qui est normal, pas hésiter à venir à ce genre d'événement et puis à commencer à continuer à rappeler après les gens au fur et à mesure. Julien, tu veux compléter ou pas? Non, je dirais globalement, s'il y a un point commun à toutes ces démarches, il va y avoir une notion sans aucun doute de dialogue. Il y a une question d'approche systémique ou globale, de démarche holistique, assurément. Il y a une question donc créer ces conditions de dialogue dès le premier coup de crayon, dès la première réflexion. Donc évidemment, en rénovation, asseoir le plan d'attaque, le plan d'action sur un diagnostic fin de l'existant est absolument incontournable. On va chercher alors de ce que nous on pratique, à corriger des pathologies, révéler des qualités de matériaux. Il y a beaucoup de bêtises qui sont faites en suivant juste ce qui est dicté par un DPE ou par les CEE. On peut faire absolument n'importe quoi. On peut faire n'importe quoi quand on n'a pas une approche globale, par exemple une lubie unique, performance énergétique qui serait réduite à réduire les besoins de chauffage. On peut faire n'importe quoi, créer des pathologies qui n'étaient pas là. À tout moment, on va essayer de profiter des qualités bioclimatiques de l'existence. Je me souviendrai toujours de ma première réhab, il y a longtemps, il y a peut-être 15 ans, où j'étais encore salarié, j'avais dit à mon boss, merci de me coller à ce projet-là. J'ai pas le choix de bioclimatique, je peux pas tourner le bâtiment, c'est presque classé, alors je peux pas trop percer les façades comme je veux, etc. J'ai cru que je serais coincé et j'ai très vite, c'était à Nîmes, sur un hôpital de l'époque hygiéniste qu'on a transformé en université, à Nîmes-Hoche, avec Alain Vernet et Jean-Luc Loriol, et on a réalisé très vite, en auscultant le bâtiment, la chance qu'on avait de repartir de cet existant, et ça a complètement orienté les choix avec beaucoup de délicatesse pour profiter des qualités de l'existant et pas créer des bêtises. Voilà. Et l'autre chose que je dirais au moment où on essaie de créer un dialogue, d'entraîner des élus ou quoi que ce soit dans la discussion, je pense aussi toujours de cette histoire de partager lecture des enjeux, asseoir l'ensemble de la discussion sur une lecture partagée des enjeux. Je pense que c'est fondamental. Et ça amène à des astuces que beaucoup, nous, depuis 2-3 ans, comme nous disait Mamène sur ton territoire, on a eu pas mal dernièrement, un peu d'intelligence collective. Là, écoutez, on va plus faire des miracles aujourd'hui, que ce soit des sous privés ou publics, pour pas se leurrer, on n'est pas prêt de réouvrir les robinets. Donc l'intelligence du réversible, l'intelligence de la polyvalence des espaces, l'intelligence de dire mais telle salle là, elle sert combien du temps de l'année, 1% du temps, on peut peut-être faire un petit effort pour donc c'est des discussions utilisateurs, c'est des discussions entre services, donc des fois ça chahute un peu, hein. Tout ça chahute un peu tout le monde, on en a parfaitement conscience, mais c'est des très belles histoires qui créent vraiment des réponses. Super, merci. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on prend votre micro.
Super. Alors, il y a un deal, je ne l'ai pas dit comme ça, la première personne n'est pas stressée. Il faut donner son prénom, son nom et son intitulé. Alors, enchanté, moi c'est Jérôme Brunner, je suis étudiant en génie civil au BUT de La Rochelle. Donc, je suis spécialisé dans le rappel, la réhabilitation du bâtiment. J'ai 20 ans, du coup, et excuse-moi, je l'ai pas dit. Je vais vous poser une question, c'est qu'on voit de plus en plus de logements se faire réhabiliter. Et ça amène un nouveau courant aussi sur les réseaux. On voit beaucoup de gens se mettre à la rénovation. Mais il y a aussi de plus en plus de gens qui cherchent à habiter en ville. Et la question, c'est est-ce que si tout le monde se mettait effectivement à rénover de plus en plus, on n'aurait pas une pénurie de logements aussi à rénover? Et on ne serait pas obligé aussi d'en reconstruire de plus en plus, non? Je sais pas. Vous ne serez pas obligé de donner votre âge les prochains. Leslie, je t'ai vu hocher les sourcils, c'est parti. Vivement une pénurie de logements en réalité. On a hâte. En fait, je pense que s'il y a de plus en plus de personnes, je pense qu'il y a une analyse personnelle, plus en plus de personnes qui rénovent en fait leur logement. Alors déjà, on a toujours eu des gens qui ont rénové et entretenu leur logement. Ça s'est toujours fait parce que les gens étaient dans le bâtiment, parce qu'en fait les gens n'avaient pas d'argent, parce que c'est une culture mutuelle entre voisins, on s'aidait à... Donc on a toujours fait. Après, il y a une culture plutôt de consommation, on a consommé plus le bâtiment que plutôt le vivre. Donc là, il fallait que le bâtiment, on arrive dedans, tout soit fini, parfait, on fasse plainte de la plainte qui va bien poser, etc. Alors que bon, derrière, on ne va jamais entretenir ni la ventilation ni rien. Donc il y a un changement d'usage et d'utilisation et de consommation. Enfin, j'ai l'impression, voilà, quand on voit l'AREA, les échanges que j'ai pu là-dedans quand j'étais maîtrise d'ouvrage social, et vraiment, ce moment où on a une belle photo, un beau catalogue, voilà. Le fait de redévelopper, enfin, en tout cas de voir toute une communauté de personnes qui réinvestissent leur logement et qui veulent faire des choix, c'est parce qu'en fait, ils ne trouvent pas d'une manière, je le dis parce que je l'ai entendu, pas eu d'études sur le sujet, mais je l'ai entendu des personnes qui ont fait ces choix-là, qui ne trouvent pas d'artisans pour le faire, qui ont des envies particulières et pas d'écoute, parce que, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, mais les personnes, enfin, on a toujours fait ça, ça fait 20 ans que je fais ça, c'est comme ça qu'on fait ma petite dame. Je peux parler de ma petite dame, ça, on a aussi pas mal d'embêtements. Donc on a un peu de marge. Et le fait que les choses évoluent quand même beaucoup, la loi sur les dernières années, quand même, ça s'est quand même pas mal démocratisé, le vocabulaire. Voilà, quand on parle de biosourcé, on commence à comprendre ce que c'est du biosourcé de manière générale. Les entreprises, les artisans ont des connaissances dans le sujet. Donc ça se développe, pas suffisamment rapidement, donc il faut qu'on travaille encore tous collectivement. Il faut diffuser pour que les demandes se fassent aussi comme ça, montrer tous les exemples en fait, qui sont faits, qui montrent que c'est tout à fait possible. Voilà, on a de la marge sur le patrimoine à réhabiliter. Super. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui, bonjour, Samuel Gauthier, architecte chez ATPCA. Je rebondis justement sur ça, sur où en est le réseau et les filières du biosourcé en France. Un petit état des lieux, on a vu qu'il y avait une carte qui était bien fouillie sur votre présentation. Mais au niveau de la ressource et de la mise en œuvre de la ressource, où est-ce qu'on en est sur le territoire et peut-être principalement sur la Nouvelle-Aquitaine? Est-ce que tu peux donner le chiffre sur la paille? Je crois en Nouvelle-Aquitaine, j'ai sorti là, je crois qu'avec 1,6% de la paille qui est produite, alors quand je parle de production de paille, c'est pas le blé qui est alimentaire, la paille c'est le coproduit, c'est ce qui est apporté, ce qui sert, qui est utilisé par les agriculteurs soit qui est laissé en champ, soit qui est du paillage pour les animaux, et en fait avec 1,6% de cette quantité produite en Nouvelle-Aquitaine, on pourrait isoler 10% de la construction neuve de la région.
Donc, c'est pour dire qu'il y a un peu vraiment de la marge en fait sur la matière première. Sur le chanvre, il y a beaucoup de territoires en fait qui veulent développer la filière chanvre pour des raisons de sanitaire de l'eau, on va dire. Première approche, en fait, c'est pour dire que ça permet en fait, de nettoyer les sols et de purifier les nappes. Du coup, ce chanvre, il faut qu'il soit pertinent pour les agriculteurs pour faire un revenu. Et là, du coup, il y a tout un travail qui est fait, développement de chanvrières ou pas, de comment est-ce qu'on s'organise pour pouvoir avoir un marché à ce chanvre, parce qu'il y a un marché alimentaire qui existe, mais qui reste un peu une niche, mais qui existe. Donc, voilà, chaque fois qui ne se mange pas, voilà, il y a quand même la filière des chanvre. Et en Nouvelle-Aquitaine, il y a quand même un gros développement qui se fait, avec une multiplicité. L'objectif, en fait, c'est d'avoir localement, en fait, des mini-chanvrières qui peuvent se multiplier de territoire en territoire, puisque l'objectif, c'est aussi que les ressources qui sont présentes sur leur territoire soient utilisées sur le territoire. Donc, ce soit même départemental, au plus proche, en fait, de là où on construit le bâtiment. Et donc, on a vraiment matière. Sur le bois, c'est un peu différent, parce qu'il y a quand même des zones plus boisées que d'autres. Donc, on va regarder un peu plus large. Mais on a tout un tas de labels qui existent qui permettent de vérifier que le bois est d'une part issu de formations durablement, mais d'autre part, il va être du bois français, voire suivant les régions où on est, de choisir des massifs précisément là où on est. Voilà, sur les différentes filières. Et la terre aussi, l'intérêt de la terre crue, on parle de biosourcée, c'est biosourcée. Aucun intérêt d'aller chercher de la terre au bout de la France, en fait. Encore une fois, il faut venir analyser la terre qu'on a sur place, voir ce qu'on peut faire avec cette terre-là, et après faire le projet en fonction de la terre qu'on a, de l'argile comment elle se fait. Et on ne fait pas de la noble ou du pisé suivant ce qu'on peut avoir. En termes de filière, on a vraiment la marge aussi. Pour compléter, je dirais que si notre défi actuel, moi quand je regarde sur le territoire de Dordogne, on a 5 ou 6 artisans, je dirais plutôt 4 ou 5 artisans qui sont qualifiés pour faire l'application de ce chanvre. Et les usagers qui viennent nous voir, c'est souvent qu'ils ne trouvent pas d'artisans pour répondre à leur projet. Et donc on a un énorme défi. Donc la ressource, ça a été dit, que ce soit en paille, que ce soit en chanvre aussi. Il faut savoir que la France est un des pays le plus producteurs de chanvre en Europe. Donc le gisement de ressources, il est là. Mais le défi le plus important, c'est la montée en compétence, d'une part, pour la démarche et pour ce changement de paradigme. Et deuxièmement, concrètement, de manière opérationnelle, c'est la montée en compétence et la formation concrète dans les pratiques, à la fois dans ces métiers d'application, notamment de correction thermique. Oui, la France est le premier producteur européen, je crois, de chanvre. Et on peut dire qu'il y a une espèce de lead mondial sur les règles pro-paille. Le deuxième, c'est le Canada pour le chanvre. La paille, une grande professionnalisation depuis 2012, grâce à la rédaction des règles pro-paille. On impose aux concepteurs et sur chantier, aux charpentiers, en tout cas aux gens qui vont poser l'isolant en remplissage en paille en botte, par exemple, d'être formés à pro-paille. Ça s'est beaucoup professionnalisé et il y a une reconnaissance très claire du milieu assurantiel aujourd'hui qui nous fait rester en technique courante. La filière chanvre a également rédigé des règles chanvre depuis 2014 qui ont été révisées en juillet 2024 et voilà, il y a une intégration petit à petit dans tous les tests qui sont faits dans les organismes de bâtiment. Je dirais aussi, de notre point de vue, on n'a jamais eu une quelconque limitation de disponibilité, ni en matériaux, ni en savoir-faire. Simplement, c'est vrai qu'on en parle très tôt, on entraîne tout le monde, on a même des communes qui jouent le jeu à souhaiter travailler avec le bois de la commune. Elles s'identifient quelles essences vont être coupées cette année-là, et on nous dit tant de grues de telle essence, etc. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Donc, on doit aller vraiment très loin, des fois même au-delà de ce qu'on pensait nous. Je trouve ça magnifique quand on arrive,
des fois, on gagne un concours, on nous dit, bon, ben, puisqu'on en est là, pourquoi pas, machin. Bon, ok, on n'y avait pas pensé, mais on continue. Et pour les cartographies ressources artisanales, je dirais qu'il y a quand même beaucoup d'entités qui travaillent sur les cartes, dont, Odéis, d'un côté, avait travaillé sur une cartographie, et la frugalité également. Donc, à frugalité.org, on va trouver une carte qui est autant mise à jour que possible, ressources savoir-faire. On en a reparlé récemment, il y a quelqu'un qui est régulièrement dessus. Évidemment, est-ce que de temps en temps, un charpentier arrête son activité ou je ne sais pas quoi, donc on a beaucoup de choses et on a beaucoup de chance dans la région. Moi, j'ai trouvé un changement fondamental depuis, je dirais, 12-14 ans. Je l'ai réalisé en allant parler de ce qu'on fait ailleurs. J'ai fait une formation en Corse et tout ça. J'ai raconté la petite histoire, en tout cas celle que je connais depuis 12-14 ans, et on finit par dire « Ah, mais vous avez de la chance, tout le monde c'est mûr chez vous ». Et en tout cas, c'était vraiment pas le cas au départ, et avec l'écoute de tout le monde, la rigueur, le soutien des fois politique. Il y a eu la région de Nouvelle-Aquitaine a soutenu la structuration de la filière paille avant de passer au chanvre. Il y a eu le soutien de la consolidation d'équipes de Odéis. Et beaucoup d'acteurs et le rayonnement de la communication qu'on fait tous, le fait ensuite de livrer des projets et de les montrer, de les faire visiter, c'est porteur. Et puis aujourd'hui, avec un gros recul d'exploitation, c'est ça qui est intéressant aussi. Il y a maintenant des projets qui ont plusieurs dizaines d'années, etc. Et donc ensuite, concrètement, sur les isolants, on a beaucoup de chance dans la région, outre les massifs de bois du Limousin et des Landes, il y a vraiment des producteurs d'isolants en fibre de bois dans le Lot-et-Garonne, il y a de la boîte de cellulose partout, dont au sud des Landes, à Saint-Jean-de-Marais. Il y a la Cavac avec Biofib qui est installée en sud à Saint-Jean-de-Marais. Voilà, vraiment même pas 40 km. Et on peut visiter, j'ai trouvé intéressant aussi de ne pas hésiter à visiter les carrières, discuter avec les scieurs, les exploitations de terre, de chaux, de pierre, connaître tout le monde, connaître pourquoi, des fois il y a des blocages. Donc là aussi, on décloisonne, grosse conclusion aussi de l'après-midi, si on peut en essayer sur le décloisonnement. Donc quand je parlais de dialogue, c'était ça. On meurt de silotage dans tout ce qu'on fait. Il y a quelque chose de très très nourrissant à faire ça. Et donc en concepteur, on rédige un dossier, on essaie d'imaginer comment mieux prescrire, définir les détails, etc. Mais on a besoin de l'homme de l'art qui va débarquer ensuite, arriver à bien transmettre les envies du dossier et faire rentrer une nouvelle compétence. Le dialogue continue à s'établir et on a toutes les chances de ne pas avoir de perte en ligne. J'entends trop de dossiers qui déplorent des écarts entre les intentions initiales et la livraison. C'est tout à fait possible de l'éviter, mais posément, et dans une maîtrise financière, je ne sais pas qui en a parlé, mais tous nos derniers retours confirment qu'on est dans la même épure financière en réno comme en neuf par rapport aux autres filières. Alors, on entendait encore il y a pas longtemps dire c'est forcément 5% de plus, etc. C'est pas vrai. Ouais. Y compris en maîtrise d'ouvrage public. Je précise en marché public, etc. C'est aussi possible tout ça, de prévoir tout ce que tu disais sur les matériaux, les prépares, etc. Donc c'est une des clés dans cette réalité-là, c'est de limiter les démolitions. Si vous voulez que ça ne coûte pas trop cher en rénovation, il faut être hyper soigneux sur qu'est-ce qu'on garde et comment on garde. Parce que, en fait, c'est le coût que vous n'allez pas pouvoir maîtriser par rapport à du neuf. Neuf, le terrain est vierge. Dans l'existant, il faut choisir qu'est-ce qu'on démolit, qu'est-ce qu'on garde. Et c'est souvent dans ce levier-là qu'on arrive à équilibrer les opérations pour les faire sortir au même prix ou pas trop loin de l'opération là. C'est vraiment une clé importante d'action. Pour compléter cette question, sur le 17, on va reparler de la question des filières vraiment qui peuvent entre guillemets aller jusqu'à construire et rénover chez nous le 23 avril. Je commence en teasing. On va notamment parler du sourcing des acteurs qui a été réalisé dans le cadre de l'opération de Montgraine, donc il y a un écoquartier de 800 logements sur lequel il y a des prescriptions de sourcer
sur tous les lots, et pas que, il y a aussi du réemploi, etc. Et il y a un acteur qui est Florian Battesati à l'œuvre qui va venir vous parler justement de cet aspect-là du quartier, c'est-à-dire comment on identifie des acteurs, comment on évalue leur maturité, parce qu'attention, l'idée c'est quand même de construire un certain nombre, un certain volume, et derrière comment on va venir porter cette démarche jusqu'au bout, donc c'est-à-dire au début à l'intention avec la maîtrise d'ouvrage, jusqu'à la maîtrise d'œuvre et ensuite en chantier. Et on a aussi Fibois qui va venir nous parler de son pacte, qui est un pacte de maîtrise d'ouvrage qui décide en région Nouvelle-Aquitaine de construire avec les matériaux ressourcés pour entre guillemets impulser la demande pour que l'offre aussi elle se mette à niveau, parce qu'on sait bien que c'est l'œuf et la poule, hein. Il faut qu'il y ait les deux pour que ça fonctionne. Voilà. Le 23 avril à Rochefort le matin. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Oui, pardon, on le redira à la fin, mais vous avez plein d'infos si vous avez envie en papier. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Ok. Je me représente. Architecte, je viens de l'IPCA, Samuel Gauthier. C'est une question au niveau du patrimoine. Comment évolue l'approche aussi patrimoniale au titre des architectes des bâtiments de France au regard de tout ce qu'on peut développer sur la rénovation énergétique et notamment sur la protection des façades, sur ce genre de sujet. Voilà, je sais que moi, en tant que praticien, on se confronte souvent à des échanges un peu tumultueux. Et je voulais savoir un petit peu la tendance que vous avez vous dans votre expertise et dans votre pratique par rapport à ces sujets-là. Merci. Je suis un peu cas particulier puisque je travaille tout le temps avec les architectes des bâtiments de France et des ARAC, parce que c'est des monuments historiques où je passe tout le temps dans des. Donc je ne le vois pas forcément comme une contrainte, je crois que ça a été dit au démarrage. Je crois qu'il faut les associer très tôt, c'est une des clés de ce travail. Il faut aussi comprendre que les générations d'ABF se renouvellent, hein, comme les générations d'architectes. Donc il y a aussi des architectes des bâtiments de France. Je ne suis pas là pour porter la profession personnelle, mais je pense que ils ont les mêmes problématiques que nous. Ils savent très bien aussi qu'on a une question de réhabilitation thermique de l'enveloppe des bâtiments, mais en fait, c'est toujours un cas particulier. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'esprit. Regarder la façade sur laquelle vous travaillez, est-ce que elle a un intérêt patrimonial suffisant, majeur, pour ne pas pouvoir intervenir par l'extérieur. En fait, c'est toujours ça le point d'achoppement, mais pour moi, en tant qu'architecte, c'est plutôt une qualité, en fait. À partir du moment où on décide que la façade elle a des qualités suffisantes et qu'on ne va pas travailler par l'extérieur, à nous de développer des sujets, des manières intelligentes, d'intervenir autrement. En fait, les déperditions, mais peut-être que vous compléterez, elles ne sont pas toujours concentrées sur les murs. Le sol, la toiture, le renouvellement d'air sont des gros sujets de déperdition. Et souvent, on arrive en compensant sur d'autres postes à rééquilibrer le fait de ne pas intervenir par idée ou pas, tout simplement. Mais je ne pense pas que. Enfin, moi, j'ai quand même l'impression que la manière dont les ABF abordent ces sujets-là évolue aussi, mais leur rôle, c'est quand même de protéger le patrimoine, donc d'éviter qu'on fasse des généralités. Je pense que c'est ça la question centrale. Donc, il faut vraiment le voir comme à chaque fois, c'est un cas particulier et comment je fais avec ce cas particulier-là. Oui, il y a juste un sujet où il y a un peu des. Voilà, on a tous eu des fois des points de blocage, où effectivement, il faut instaurer les conditions de dialogue et tenter de converger, de trouver une juste réponse. Il y a un sujet qui, des fois, nous fait faire un pas de côté par rapport au patrimoine. Ça serait des questions d'aérolique naturelle, de travaux de type de menuiserie qui sont plus efficaces pour assurer un renouvellement d'air important. Je vous rejoins complètement, vous l'avez dit, parce qu'il ne faut surtout pas oublier que l'on va de toute façon altérer, probablement, favorablement, en tout cas, on va beaucoup modifier le comportement physique intérieur au bâti. On va jamais mettre une menuiserie en insérant mal, elle va être étanche à l'air, elle va avoir des meilleurs joints, elle va avoir un dormant bien. Donc ça c'est certain. On va complètement, on va modifier l'équilibre hydrique avec les corrections thermiques. Il va se passer plein de choses et il ne faut surtout pas oublier de bien
apporter un renouvellement d'air maîtrisé, qu'il soit mécanique, hybride ou naturel, puisqu'on va perdre des infiltrations parasites, des courants d'air parasites qu'on avait de toute façon et qui faisaient partie de l'équilibre qui existe depuis bien longtemps. Donc c'est un point hyper clé. Et pour travailler beaucoup l'efficacité en ventilation naturelle, on est amené parfois à un dessin de menuiserie qui sont pas toujours historiques. Bon voilà, et des fois ça passe pas, mais voilà, ça négocie. Des fois on interprète des ouvrants d'imposte, on les met, on fait accepter par exemple que les persiennes, on les rend fixes sur une partie haute qui vont protéger et sécuriser l'intrusion de la pluie, des volatiles, des ouvrants de ventilation, qui seront des impostes motorisables. Et ça, des fois, c'est tout à fait faisable. Mais des fois, je parle aussi d'ouvrants à la française qui sont un peu étroits et fins, qui sont très efficaces en aéronique, même pour des espaces mono-orientés. Et donc, on essaie de négocier là-dessus. Voilà, c'est des choses comme ça. Mais globalement, voilà, je pense. C'est gentil, c'est du cas particulier, c'est pas des généralités. Ouais, Regardez à chaque fois le sujet. Super, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Ouais. Tu ne peux pas te présenter et donner ton âge? Marie-Laure Bélicot, je sais U17. Les matériaux biosourcés, je trouve que sur les rénovations sur les bâtis anciens, avant 48, etc., on peut expliquer les notions de perspirance, etc., donc de justifier que ces matériaux sont vraiment pertinents. La question est, moi quand j'ai repris les études, l'agence Viova de Nantes, par exemple, se posait des questions sur son bâti des années 80. Et on voit encore beaucoup de polystyrène qui est posé sur du bâti plus récent, en termes de rénovation thermique, en ICE bien sûr, dans tous ces cas-là. Et du coup, je voulais savoir quels étaient vos angles de persuasion pour dire c'est aussi pertinent sur un parfum, etc., d'aller chercher des matériaux biosourcés, puisque pour moi, sur le traditionnel, et qu'on explique les problèmes d'humidité, de perspirance, on a déjà fait la moitié du chemin, entre guillemets. Sur des bâtiments plus récents, voyons, on va avoir la problématique souvent. C'est des bâtiments qui datent post-guerre, etc., avec des tailles architecturaux super qualitatives. Et du coup, moi, j'ai des gens qui veulent rénover des terrasses sur les acrotères, comme on travaille, etc. Et il y a Aurélie qui est là, de la Cara, et on vous dira qu'il y a encore une polystyrène qui se pose. Donc, c'est par quel angle on peut aussi valoriser ces matériaux biosourcés pour rénover? Juste un petit point, on insiste quand même pour pas, enfin, il faut pas réduire la question de on va dire, la capillarité aux questions d'un maintien d'un équilibre hydrique, de gérer des remontées par capillarité qui ne sont pas prénables. Il y a encore des partisans de la coupure capillaire, l'injection de résine et tout ça quand même. Hein. Il y a toujours des batailles à cause des chapelles. Moi, je ne sais pas du tout ça. Dans le bâti postérieur à 48, on peut quand même travailler, tenter d'assurer, d'observer le caractère hygroscopique de l'ensemble de la paroi, vérifier comment la migration de la vapeur se fait et être amené à préférer de ne pas mettre des humains dans un Tupperware. On n'arrête pas de rappeler que les parois ont un rôle très important. Alors, les parties pleines de nos bâtiments, elles ont un rôle énorme de gestion solaire. Voilà, le soleil passe énormément par les opaques, absolument pas que par les vitrages, d'où les recherches de composition de parois qui ont dans leur ensemble un caractère déphasant et amortissant. Il faut bien éviter la surchauffe en toiture. Les parties pleines de passage, c'est fondamental. Ça nous amènera beaucoup plus souvent vers un biosourcé que quoi que ce soit d'autre, première chose. Et deuxièmement, ce derme, il est dynamique, il a une migration de vapeur. On arrête de reléguer la gestion, la régulation de l'humidité, qu'elle soit d'origine humaine. Hein, je crois qu'on représente même 50 grammes par litre d'eau, 50 grammes par heure, pardon, d'eau par heure. C'est énorme. Ok, donc il n'y a pas que le sujet de santé, voilà. Et donc, reléguer l'échange avec l'extérieur uniquement à du système mécanique, c'est toujours, je pense, un échec client. J'en ai eu des preuves dès que les cartes électroniques bêtes. En plus, on a tous des crânes de plus en plus d'obsolescence de systèmes installés. J'en ai connu qui sont morts à 18 mois.
pas mal. Et la PAF, directement, tu as des choses que j'ai plus jamais vues dans les filières de sources de conseil, des apparitions de germes pathogènes, des marques sur les placos, c'est en 48 heures. Et ça, c'est pas normal. Les parois contribuent totalement à la régulation hygrométrique intérieure et à l'échange avec l'extérieur. Il y a une dynamique qui est différente chaque demi-heure de toute l'année à cause des pressions et des températures dedans-dehors. Et c'est fondamental de les observer. Donc c'est vraiment un derme et on faut arrêter de croire qu'on peut le mettre dans un... Si, est-ce qu'il y a une autre question? On a encore un peu de temps. Une dernière question. Ah, Julien, super. C'est mon atout. Bonjour, Julien, bureau d'études Emploi et Emploi, j'ai 42 ans et demi. Moi, c'est plus sur le volet économique. On a des missions environnement et emploi. Vous avez des diagnostics très poussés, vous avez dit, sur le bâti ancien. Est-ce que vos maîtrises d'ouvrage sont déjà impliquées donc pour anticiper le financement un peu en amont de ces études, ou est-ce que vous arrivez à convaincre que des maîtrises d'ouvrage classiques? Si oui, comment le faire pour ceux qui sont là? Alors, non. Non, c'est pas facile parce que les opérations que je vous ai montrées, c'est des opérations d'équilibriste. C'est vraiment pas évident parce que d'une part, cette maîtrise d'ouvrage portée par des collectivités, c'est une maîtrise d'ouvrage amateur. C'est une maîtrise d'ouvrage de gens qui font 2 projets, 5 ans, par maximum. C'est le projet de la dizaine d'années. Donc il n'y a pas forcément une attention particulière au coût de la maîtrise d'œuvre. C'est un peu ça la question. Hein. Qu'est-ce que ça coûte de faire des études pour gagner du temps après sur la mise en œuvre? Ça passe par un travail de pédagogie, vraiment. Alors, quand c'est de la réponse à de l'appel d'offres, c'est compliqué. On le fait dans le mémoire technique, on explique, mais le choix ne nous appartient pas trop. En fait, sur ces toutes petites opérations, c'est des montants qui sont tellement bas qu'on est dans des procédures simplifiées et donc on peut arriver à expliquer le temps qu'on va passer sur chacune des missions. Donc nous, on décompose tout au temps passé. On n'est pas du tout en pourcentage sur ce type d'opération. Parce que sinon, ça ne marche pas en fait. L'opération Florian-Bière, ça a coûté 70 000 € de travaux. La petite là que vous avez vue à la fin. Donc c'est pour un archi, ça fait 7 000 € de rémunération de l'étude. Ouais. Non mais c'est juste pour vous donner une échelle quand même en fait de ça. Donc ça veut dire qu'il faut, ça veut dire qu'on a été payé beaucoup plus hein, sur une opération comme ça. Donc c'est pas évident pour des architectes aussi d'aller sur ce genre de sujet. Il faut être conscient que c'est pas des secteurs qui, même si par conviction on les porte, moi j'équilibre ce genre d'opération avec des plus grosses opérations. C'est un équilibre, ça c'est des opérations militantes. Et je pense que le seul astuce que je peux donner, c'est de le faire vraiment au temps passé quand on décompose un devis et pas du tout au pourcentage parce que ça ne veut rien dire. Donc on dit voilà, et bien décomposer les missions. Sur le diagnostic, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir sur place, je vais passer 1 journée ou 2 jours à faire des relevés. Ensuite, je vais étudier moi, qu'est-ce qu'il y a à démolir. Je vais essayer de faire aussi un bilan de ce qu'on va pouvoir utiliser et de le chiffrer en temps passé. Et en fait, ça, on explique ça à un élu, très concrètement, c'est un peu imparable. Parce que sinon, on lui dit, qu'est-ce que je vous enlève? Et en fait, quand on est dans le détail de ce qu'on va faire, on comprend comment est structurée la rémunération et comment elle va pouvoir se faire. Donc moi, j'encourage les architectes à sortir un peu de ce dogmatisme du pourcentage de rémunération, surtout sur ce genre d'opération. Mais bon, je pense que les gens qui travaillent avec des privés le savent déjà. Mais en maîtrise d'ouvrage public, sur des petits montants, il faut aussi aller vers ce type de structuration des devis. Oui, globalement, j'aurais dit, on s'en sort en expliquant de manière assez détaillée dans les notes méthodo comment on travaille, qui à quelle phase on essaie d'être justement dosé, chacun aussi, au sein des compétences réunies. Il faut quand même être un peu raisonnable, expliquer de qui on a besoin à quel moment, même si on milite pour que tous les cerveaux
soit réunis un peu dès l'amont, mais il n'y a quand même pas la même intensité en diag, en FESA, esquisse, APS-APD, etc., en chantier. Donc en expliquant bien, les maîtrises d'ouvrage même publiques nous demandent une grande transparence de plus en plus sur cette organisation, y compris les personnes dédiées. Et je pense qu'ils sont tellement fait enfumer par des coquilles vides, des gens qui n'existent pas, donc on est de plus en plus complet, détaillé. Et puis il a fallu effectivement quand même nous aussi qu'on bascule le poids, qu'on fasse respecter un poids, une intensité de regard fort jusqu'à la PD, jusqu'à l'avant-projet. Je veux dire, ce qui n'était pas le cas avant, il y avait beaucoup de bureaux d'études qui se réveillaient en phase pro. Pour moi, c'est impossible de voir débarquer un dossier qu'on n'a pas connu aussi tardivement. On loupe vraiment la grande moitié de la marche, les invariants de socle, les fondations du projet doivent être absolument établies fermement, avec une lecture partagée avec l'architecte du site, de la problématique, les opportunités décelées, l'identification des filières locales, blablabla. Tout ça vraiment au tout départ. Donc on a eu à bouger un petit peu afin de faire admettre, parce que des fois ça passe pas, je trouve qu'on a, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a quand même un peu de mal. Il y a aussi des conjonctures, on peut dire qu'il y a une reprise un peu dans la profession depuis peut-être 2 ans, enfin. Donc dans les procédures on n'a pas, et ça tire c'est un peu la foire en pointe. C'est sûr, nous tirer vers le bas. Et là, j'invite les maîtrises d'ouvrage si elles peuvent, avoir un regard critique un peu quand elles voient arriver des honoraires au ras des pâquerettes. Quelque part, au bout d'un moment, il y a quand même heure, tôt, où il y a bien quand même un calcul à faire. Et comme le code des marchés publics, je crois, ne permet pas je crois qu'on ne peut pas désinguer le dumping, mais c'est peut-être une maîtrise d'ouvrage d'avoir, si elles peuvent, un regard critique là-dessus. C'est une bonne transition en termes de marché public. Il y a une nouvelle obligation qui va rentrer, c'est la loi climat et résilience sur l'obligation d'avoir des clauses environnementales et sociales. Je ne sais pas si vous connaissez la date, mais je vais vous la donner, c'est en août de cette année. Donc il faut se dire que finalement, il y a aussi des enjeux qui vont donner des obligations. C'est un peu comme qu'on travaille avec une entreprise du bâtiment local et qu'elles nous disent que le réemploi, c'est une vaste fumisterie. Bon, déjà, elles sont passées par le Covid et elles n'ont pas réussi à se fournir quand elles doivent finir leur chantier, donc ça leur a fait un premier coup. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, ça va devenir une obligation. Et en effet, ce qu'ils attendent, c'est que ce soit des techniques courantes, mais ça arrive, donc petit à petit par matériaux. Et c'est un peu pareil pour ce type de mission. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de construire avec que des matériaux neufs, on ne peut pas se permettre de construire sans regarder finalement la question du bâti existant, quand le bâti est là. On ne peut pas se permettre de construire sans avoir une question sur l'environnement qui ne soit pas simplement un calcul de carbone à la fin et une calculette derrière un éco-organisme et un repasse derrière, etc. Non, aujourd'hui, on est obligé de se poser les questions de à quoi ça sert tout ça. Et il y a bien une loi qui est en train d'être mise en place par étape. Et la prochaine étape, c'est demain. Donc aujourd'hui, on va avoir des marchés. Alors il y a des clauses techniques qui on va devoir justifier de la qualité de notre papier et de la consommation de notre véhicule si on vient sur chantier autrement qu'en vélo. Mais il y a aussi des critères d'éligibilité sur les maîtrises, les missions de maîtrise d'œuvre, donc aussi en prestation intellectuelle. Et aujourd'hui, ça c'est un enjeu qui est légal. Donc bien sûr, personne n'a prévu de vérifier pour l'instant, donc on verra si c'est mis en place tout de suite en août. Clairement, une maîtrise d'ouvrage n'est pas prête aujourd'hui, mais n'empêche que c'est quelque chose qui est en train d'arriver évidemment. Donc il faut bien comprendre qu'en effet, c'est des missions dans un surcoût. Pour des collectivités, des petites collectivités, c'est quand même finalement encore une difficulté dans un montage de projet. Néanmoins, finalement, c'est un peu comme le réemploi. Le premier qui a réussi à s'y mettre une première fois dans la douleur, il arrivera la fois d'après tranquillement et on a bien compris comment rééquilibrer ses opérations. Est-ce qu'il y aurait... Ouais, vas-y. Et je voulais compléter, effectivement, on dit si on travaille plus au début, on fait un surcoût. En fait, c'est pas vraiment un surcoût, c'est un déplacement des coûts. Moi, j'ai envie de te dire, ou plutôt on met toute l'énergie au début pour avoir, je ne vais pas répéter ce qu'on a dit, mais pour avoir toute la base et pouvoir travailler le projet collectivement avec toutes les équipes, tous les intervenants, les gestionnaires, enfin voilà, vraiment développer tous les sujets dès le début. Et après, le projet se monte. Parce qu'effectivement, quand on voit, quand il y a des archis qui montent un projet
de manière traditionnelle, conventionnelle, et qu'après on va en bureau d'études, structure, bois, machin, et que là il faut changer les matériaux, et donc il y a une pensée à l'envers, où en fait on pense pas à un projet bois comme on pense à un projet béton. Donc il faut revoir depuis le début. Et on n'intervient pas dans un logement neuf d'après 48, comme avant 48. Et même en pierre comme en brique. Enfin voilà, donc toute l'énergie du début, elle est vraiment importante. Et c'est comme dans le coût global, en fait, on se rend compte, alors, plus dans le neuf, je sais moins dans l'ancien, mais le déplacement aussi des finances se fait sur les parois. En fait, maintenant, les parois coûtent beaucoup plus cher, globalement par rapport au reste de l'opération, parce qu'elles sont beaucoup plus abouties. Et en fait, c'est un équilibre global avec une nouvelle répartition des choses. Donc, on ne peut pas comparer juste avant, après, etc. C'est vraiment un ensemble global. Et sur le début, vraiment, c'est vraiment l'essentiel, quoi. Bon, bah, on va s'arrêter là parce que c'est l'heure et que j'aime bien respecter les horaires. Je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir les intervenants. Merci beaucoup. Alors, je ne fais pas tout de suite vos affaires.